fait que tout le monde participe, la famille. La tendance, c'est que les gens qui sont situés en haut ont tendance à dire nous souhaitons parce que nous sommes effectivement de Bonjour. Alors, on va bien? Vous allez bien? Bonjour. L'histoire de l'OM est un véritable roman. Le club mythique de Marseille a toujours suscité les intrigues qui font les grandes sagas populaires. Mais les derniers rebondissements en date pourraient bien travestir la saga en feuilleton à l'américaine. Tout bascule en 1997, lorsque le milliardaire Robert Louis Dreyfus rachète le club à la mairie. Dès son entrée sur la scène marseillaise, il va droit au but. Son ambition est de convertir l'Olympique de Marseille en une entreprise rentable, compétitive et donc cotée en bourse. Il fait le ménage au siège du club et parachute Yves Marchand, le PDG d'Adidas France, à la présidence. Et depuis, les nouveaux acteurs de l'OM parlent comme des Golden Boys. Si Adidas a décidé de se projeter à travers l'Olympique de Marseille, c'est pas uniquement parce que Robert Louis Dreyfus est propriétaire d'Adidas. C'est parce que Adidas pense, et j'étais bien placé pour le savoir, que l'Olympique de Marseille est un symbole important dans la région et sur la France. Et qu'elle peut créer un lien entre un consommateur et l'équipe. Mais ça, ce sont les lois du marché. Et je crois qu'il faut arrêter de penser que nous pouvons revenir en arrière et que nous pouvons avoir une position pure alors que nous sommes dans un marché qui est un marché différent. La différence, c'est qu'à un moment donné, il faut, grâce à cela et grâce aux moyens qu'on développe, faire autre chose que uniquement du foot. Robert Louis Dreyfus est un homme qui tient particulièrement ses promesses lorsqu'il y a de la plus-value à l'horizon. L'OM est devenu une marque, marquée à la culotte par Adidas avec 2500 produits dérivés au catalogue. Désormais, vous pouvez vous relooker aux couleurs bleu et blanc dans les 11 boutiques de l'OM. Mieux, sur Canal Satellite, vous pouvez faire vos achats depuis votre canapé en visitant la galerie commerciale virtuelle et interactive de l'OM. Ici, tout est prévu pour que vous ayez une consommation heureuse. Jusqu'en gros aux années 80, on pourrait dire que le football, depuis qu'il s'est créé au siècle dernier, était un peu commandé par une sorte de passion. On mettait de l'argent dans une équipe de football pour avoir comme ça de la gloire, de la réputation, des honneurs, un peu de retombées au plan politique ou un peu économique, mais je veux dire sans véritable plan, sans véritable planification, sans rationalité, on dirait aujourd'hui. Et dans les années 80, télévision aidant, on s'est aperçu qu'effectivement on pouvait gérer beaucoup plus rationnellement les ressources issues du football. Il s'agit maintenant aussi d'aller vers une maximisation de ces investissements. Quand on achète des joueurs, quand on fait des matchs, quand on fait des compétitions, je veux dire pouvoir effectivement augmenter la surface de la marque que représente aujourd'hui un club de football. L'idée de la boutique, c'est d'être en fait que les gens qui rentrent soient dans l'ambiance olympique de Marseille. Donc pour ça, on a les couleurs bien évidemment, et vous pouvez voir en fait toute la couleur et toute la boutique est aux couleurs bleues et blanches. Vous avez la présence, l'omniprésence, je dirais, du logo droit au but. Ensuite, on a en fait en permanence les télévision branchée sur OMTV, là aussi pour que les gens puissent vivre les moments mythiques en fait du club, plus toutes les émissions qui se rapportent aux joueurs, au club, aux dernières informations. À l'Olympique de Marseille, mon rôle comme directeur marketing et commercial, c'est de développer cette marque et en faire une marque à part entière comme toute autre marque de sport. Donc en capitalisant sur le fait qu'on a la chance d'appeler Olympique de Marseille, donc d'avoir une équipe de foot qui est derrière, d'être à Marseille, puisque Marseille est maintenant très à la mode sur le plan français, et d'être aussi en Provence. Et la Provence, comme vous le savez, est très connue mondialement. Donc tous ces paramètres doivent former une marque que nous allons vendre en fait à plein de consommateurs. Donc l'idée là, c'est au travers en fait des différents moyens, que ce soit Internet, Minitel, télévision ou billetterie, essayer en fait de leur faire connaître l'étendue de la marque Olympique de Marseille.
Là où il y a des supporters et des passionnés, le marketing ne voit que des consommateurs et des clients. Au siège du club le plus populaire de France, si on parle encore football, c'est pour nous démontrer, chiffre à l'appui, combien ce sport est un magnifique tremplin pour le business. Cette dangereuse évolution est parfaitement résumée par Gérard Ernaud de France Football lorsqu'il dit « Si l'on y prend garde, le football ne va pas seulement illustrer un dialogue entre pays ou cultures, sociétés et personnes, mais un échange entre multinationales et places boursières. » Le capital principal d'une société comme l'Olympique de Marseille, c'est sa marque, parce que c'est tout ce que l'on a actuellement. C'est ça qui nous montre à l'extérieur, au niveau mondial. Donc, ensuite, par rapport à cela, il faut développer des structures, une société permettant de pouvoir servir cette marque. Le catalogue de l'OM saison 99-2000 fait 84 pages. Vous pouvez voir le côté branché, avant-gardiste de l'OM sur le petit produit Colvé, très tendance. Là, on peut se concentrer sur cette nouvelle montre, qui est une montre joueur. Alors là, c'est pareil, c'est un petit nouveau concept de l'OM. On va plus dire il est 9h15, mais il est Maurice Pérez. On rentre dans l'univers du lit, l'univers du rêve, l'univers de la maison. Un supporter est habillé de la tête aux pieds jusque pour dormir. Il pense, il rêve à l'OM, il regarde l'OM, presque il pourra manger avec l'OM. On peut aller assez loin. Quand un club se constitue comme une marque qu'on doit identifier partout, il est bien évident qu'on ne veut pas seulement qu'elle soit identifiée à Marseille ou à Manchester. Il faut que Manchester soit identifié au Japon, en Malaisie, Marseille dans toute la France, et puis éventuellement un peu ailleurs en Europe. Qu'on crée une fidélité à la marque OM, à la marque Manchester, à la marque Barcelone, ailleurs que dans le lieu lui-même. Et un club peut parfaitement considérer qu'il n'est pas redevable spécialement vis-à-vis des Marseillais ou des gens de Manchester, mais qu'il est redevable vis-à-vis aussi bien de l'acheteur de maillots de Osaka ou du téléspectateur de Kuala Lumpur. Donc là, il y a quelque chose qui est effectivement une distanciation entre le club et puis ce qui a été son terroir à un moment donné, hein, ce qui lui a donné en quelque sorte son image de marque. Olympique de Marseille, 7 fois champion de France, 11 fois vainqueur de la Coupe de France. Le seul club français à avoir remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Un palmarès et une histoire tourmentée qui en ont fait un club de légende. Tout ça pour finir comme une marque à la sauce américaine. Le club le plus populaire de France a été acheté par Dreyfus en 1997 pour 20 millions de francs. Pour mémoire, le transfert la même année de Ravanelli à l'OM a coûté 50 millions de francs. OMTV vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 16h. avec des matchs de l'équipe réserve, Des matchs amicaux les duels de la saison et passée. des rencontres mythiques. La première équipe, l'équipe est un but, est un moyen et pas un but. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est au service d'une marque qui s'appelle OM. Nous avons d'autres moyens. Ça s'appelle droit au but, qui s'appelle distribution, qui s'appelle produit. L'OMTV est également pondéré à un certain niveau, un moyen important de l'OM pour se projeter à travers la France. On a un club qui a une vocation internationale, il faut le faire connaître, et la télévision est le meilleur credo. Premier point, Yvan, les abonnés. Donc les abonnés, on avait mis dans notre business plan au mois de décembre dernier 12 000 abonnés. Donc là, on avait vu un peu court. Aujourd'hui, à mi-septembre 99, on est à 22 000. Donc, comme tu dis, le business plan était 12 000 abonnés. Nous avons atteint en fait cet objectif business plan dès le premier jour, dès la première mission. On innove beaucoup avec cette chaîne, on cherche des nouvelles pistes, on cherche des nouvelles voies,
la thématique le plus précisément possible. Donc on arrive à faire un produit, et un bon produit, avec 20 millions de francs, c'est bon à savoir. Et notre objectif, c'est l'équilibre en l'an 2000. La première année, la chaîne va coûter de l'argent au club, ça c'est absolument clair. Ouais, pour être clair, c'était prévu dans le business plan. Une période d'investissement et nous réalisons des bénéfices très probablement dès la deuxième année. Voilà, on va se battre dans tous les cas pour cela. Pour le football, la télévision, c'est l'enjeu économique majeur. Près de 50% des 400 millions de chiffre d'affaires de l'OM proviennent des droits télé. Les droits télé, la formule magique qui fait briller les yeux de nos interlocuteurs. Pour l'instant, en France, ce sont les instances du football qui négocient ces droits et les reversent aux clubs professionnels. Mais l'OM ne l'entend pas de cette oreille. Ici, on considère comme une injustice que des équipes comme Troyes ou Sedan perçoivent les mêmes droits que l'OM alors que leur part d'audience est infime. L'OM veut jouer dans la cour des grands. L'OM veut être compétitif avec le Real de Madrid qui négocie ses droits à hauteur de 500 millions de francs par an. Et surtout, les dirigeants de l'OM ont des trémolos dans la voix lorsqu'ils évoquent les 800 millions de budget annuel de Manchester. L'OM veut négocier ses droits télé. L'OM TV veut, à travers la diffusion des matchs par satellite, faire la promotion de la marque OM dans le monde entier. C'est vu, c'est plus où là. Vous allez bien? C'est un mercredi soir. Ou mardi soir, voilà. Tu vas bien? Et vous? Ça va? Je crois vous remercier pour le travail fantastique que vous avez fait. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous apportez à une société qui est la nôtre, qui est l'OM. On vous a dit que nous développons maintenant une image de marque. Et l'image de marque, ce n'est pas uniquement l'équipe qui est sur le terrain. Je crois que le moment où vous aviez des sponsors qui arrivaient ou un mécène qui arrivait qui mettait 100 ou 200 millions chaque année est révolu. Je crois que les personnes qui vont venir ici vont mettre de l'argent pour autant que la société tourne, gagne de l'argent. Donc il y a un retour sur investissement. Je crois qu'on ne peut pas faire ça différemment. On se met à considérer au niveau des plus grands clubs qu'on doit pouvoir véritablement gérer un club de football comme n'importe quelle entreprise. La télé a joué le rôle d'un très gros accélérateur de ce processus. En gros, dans les années 60 aux États-Unis, on s'aperçoit que le sport est le plus grand générateur d'audience télévisuelle. Bon. On s'en aperçoit aussi en Europe, mais c'est dans les années 80 qu'on commence véritablement, avec la multiplication des chaînes, à avoir un système dans lequel les chaînes de télévision vont rentrer en concurrence pour la retransmission du sport en général et du football en particulier, même essentiellement du football. Et donc de ce point de vue-là, les télévisions vont mettre sur la table d'importantes sommes d'argent. Pour acheter le droit des matchs, le droit des compétitions, pour éventuellement investir dans les clubs. Là, c'est la période la plus récente. On voit, Murdoch veut racheter Manchester United. Et donc la télévision, là, joue un rôle tout à fait considérable. Parce que la télévision, en même temps, promeut l'image des joueurs, promeut des couleurs, etc. C'est toute une possibilité, effectivement, là, de valoriser les produits dans les clubs. Ce dimanche-là, Marseille rencontrait Troyes. L'OM a gagné 1-0, un but de Ravanelli. Pour vous montrer ce but, il nous aurait fallu verser la modique somme de 10 000 francs aux détenteurs des droits du championnat. Car il nous est interdit de prendre la moindre image du match. Mais nous avons pu filmer les tribunes. Pour l'instant, c'est encore gratuit. C'était un match de championnat de France. Si cela avait été une rencontre de Champions League, notre caméra n'aurait même pas pu rentrer au stade. La Champions League. Au siège de l'OM, de la directrice du marketing au directeur financier, on ne jure que par la Ligue des Champions. L'OM fait partie d'un groupe de pression, le G14, qui réunit les grandes entreprises européennes de football. Objectif, mettre sur pied un championnat européen des clubs les plus riches. Fini la Coupe d'Europe avec élimination directe, pas rentable. Déjà dans la Champions League, on peut retrouver le 4e d'un championnat national. Le Bayern et Manchester, qui ont joué la finale en 1999, n'étaient pas champions dans leur pays.
Pour ne plus prendre de risques sur leurs investissements, les grands clubs ont entrepris de changer les règles des compétitions. Il faut des matchs au sommet, toujours plus de matchs pour générer toujours plus de recettes. La Champions League est prépondérante au niveau financier. Au niveau sportif, certes, mais également au niveau financier. Puisque je dirais que la quasi-totalité de nos charges, avec les principales que sont les salaires des joueurs, sont donc affectées au championnat de France, puisque c'est la seule chose qu'on est véritablement certain de disputer. Ce qui veut dire que la Champions League, les recettes, on raisonne complètement au marginal. C'est-à-dire que la quasi-totalité des recettes sont de la marge. Okay, on a effectivement quelques frais d'organisation des matchs, les frais des déplacements, les primes de joueurs en cas de victoire, en cas de qualification, etc. Mais pour l'essentiel, les droits télé, l'affluence au stade, etc. représentent de la marge. Que vous vouliez ou pas, la Champions League, c'est déjà un championnat d'Europe, donc qui fait qu'il n'y a que les grandes équipes qui y participent et que les petites équipes n'y participeront quasiment jamais. Et je parle de nouveau de règles économiques, mais elles existent. Je crois qu'un club qui n'a pas les moyens d'être viable, c'est-à-dire de gagner de l'argent, de pouvoir investir, restera un club régional. Mais il n'y a aucune honte à cela, ça, ce sont les règles normales. Encore, viens! Jouez! Danielé! Danielé! Que devient le mérite quand les équipes se sélectionnent entre elles, non plus sur des critères sportifs, mais sur des critères financiers? Que devient l'imaginaire du football quand on récuse le risque parce qu'il mettrait en péril la santé financière d'un club? Que devient l'exploit quand on ne donne plus la possibilité à la petite équipe de battre la grande? Il y a une pyramide du sport qui va du plus petit club au plus grand club. Et tous ces clubs sont liés par une solidarité. Les mêmes règles pour le haut et pour le bas, et la possibilité pour le club du bas d'aller jusqu'en haut. Bon, ça c'est une règle un peu formelle, mais je veux dire, bon, qui fait que tout le monde participe à la famille du football. Bon. La tendance depuis quelques années, c'est que les gens qui sont situés en haut ont tendance à dire « nous souhaitons jouer ensemble parce que nous sommes les meilleurs sportivement, regardez notre palmarès, et que nous sommes effectivement deux entreprises très sérieuses qui ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent en jouant contre n'importe quelle équipe, en perdant un joueur ou bien en perdant un match. » Et donc de se retirer des fédérations. C'est la menace qu'agitent depuis quelque temps les grands clubs de football, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Si un jour une star de l'OM prenait la plume, ses mémoires pourraient avoir pour titre « Ne dites pas à mon père que je joue pour la marque OM, il me croit footballeur à l'Olympique de Marseille ». Le livre évoquerait la condition d'un héros moderne, populaire, riche et célèbre comme l'étaient les acteurs de cinéma de son enfance. Il nous renseignerait peut-être sur la métamorphose du sportif devenu marchandise sur le marché mondial du football. Il pourrait nous mettre dans la confidence de cet art subtil de jouer, à la ville comme à la scène, les hommes sandwich pour différentes marques. Pour être en confiance, c'est clair que c'est pas évident, mais bon, on se prend pas la tête. On ne peut pas créer de l'événement sans avoir des acteurs. Les acteurs, c'est les joueurs. C'est le joueur qui est sur le terrain, qui va marquer un but et qui devient star. Tel qu'on le trouve dans n'importe quel événement. Hein. Ça peut être du théâtre, ça peut être... C'est un acteur. Et on sait que ça, c'est important. Ah, inquiétant? Non. Pour autant que ça soit géré d'une manière intelligente et que les personnes qui sont là sont formées pour participer à cela. Le problème actuellement, c'est que le joueur de foot actuel n'a peut-être pas les bases lui permettant de pouvoir assumer cette partie d'acteur. Apprendre à ces jeunes à gérer leur patrimoine, à répondre à la presse, à avoir une attitude qui est une attitude positive, enfin, des tas de choses simples qu'on ne leur apprend pas. Est-ce que Robert Pires est encore un sportif ou est-ce que c'est une entreprise à lui tout seul? Est-ce que c'est un support publicitaire, un produit? Un peu tout ça.
Non, mais... ouais, un peu... Ouais, je sais pas, un peu de tout, ouais. Un peu de tout, vous savez, hein, quand vous êtes dans un club comme celui-ci, on se sert un peu de votre image. Maintenant, moi je l'accepte parce que ça fait partie du jeu, je l'accepte parce que aussi ça me fait plaisir, ça je le cache pas. Et puis vous savez, une fois que le métier sera fini, quelque part on vous mettra au placard et puis ça sera au suivant. Donc je crois qu'aujourd'hui j'en profite un petit peu, eux se servent de mon image, bon moi peut-être que ça me sert aussi pour ce métier que je fais et puis pourquoi pour après l'après-football. Donc oui, quelque part, on se sert un peu de mon image pour du marketing, pour vendre des maillots, pour vendre toutes sortes de choses me concernant ou nous concernant. Donc oui, on est un peu esclave d'un club. Quand on a envie de vous acheter, on vous achète. Quand on a envie de vous vendre, on vous vend. Donc ça, on le sait, que ça fait partie du jeu. Donc la plupart des joueurs l'acceptent et je crois que ça continuera ainsi. Plaqué or, oui. Je crois qu'on va pas se plaindre. C'est vrai qu'on a la chance de faire un beau métier. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, c'est difficile parce qu'il y a toutes sortes de pressions. La pression économique où il y a beaucoup d'argent en jeu, et c'est ce qu'on est en train de parler. La pression des supporters. Il y a aussi la pression médiatique. Donc ça fait beaucoup de choses. Et je vais vous dire, pour supporter tout ça, je crois qu'il faut être aussi costaud dans nos têtes. Quelque part, bon, en tout cas, moi j'aime bien dire ce que je pense. Quelque part, on est un peu considéré comme du bétail, parce que moi je sais qu'aujourd'hui, le lendemain du match, je suis très fatigué. Il va me falloir encore 24 heures pour récupérer. Donc difficile de préparer Zagreb bien sûr, en même temps. Bien sûr. Parce que moi je comprends très bien l'obligation de réserve de Patrick, c'est normal, il est professionnel, il n'a pas à déballer tout ça sur la place publique, mais je pense deux choses. D'abord que c'est, je m'excuse de le dire ici, mais c'est un peu à cause de la télévision que tout cela arrive, parce que les chaînes de télévision se disputent on n'est pas concernés, nous, hein. Oui, mais les joueurs sont là au milieu. Ensuite, il ne faudra pas s'étonner si après des joueurs se soignent, peut-être pas conformément à la loi, pour arriver à surnager parce qu'ils ont une carrière à mener, on sait les prix qui leur sont offerts. Donc je m'élève un petit peu contre tout ça. Je pense que le football est en train s'il continue dans cette direction, de courir à sa perte. À terre, utilisez tout le terrain, les espaces à deux. Pas mal. Prise. Prise. Bien, ouais. Ça va. Ouais, blanc. Imagine. Ouais, utilisez le terrain, le vert. Éclatez. Ouais. J'y touche. Ouais. Là, imagine. Avance. Tu recules. Raman. Pourquoi reculer? Avance. On est des gladiateurs, on arrive de plus en plus à ce qui se passait avant à Rome dans l'arène, quoi, où les gens vont venir et il y aura pas qui s'entretueront au milieu, mais bon, les enjeux vont être tellement de plus en plus importants que peut-être la carrière d'un joueur sera de plus en plus courte aussi. On le voit aussi avec le football américain où les carrières sont assez courtes et ils gagnent beaucoup d'argent. Et bon, il y a le dopage qui peut rentrer là-dedans aussi, vu que il faut être de plus en plus costaud, d'aller de plus en plus vite, d'être de plus en plus performant. Peut-être qu'il faut faire attention aussi à l'avancée du dopage, où il y a eu une étude aux États-Unis faite sur les footballeurs américains, où ils préféraient gagner vite de l'argent, avoir une grande renommée, et se doper, sachant qu'ils allaient mourir 15 ans après, quoi. Donc le sondage a été favorable à tout ça, donc ça fait un peu peur aussi. Quand on voit qu'à partir des moins de 13 ans, déjà, des moins de 13 ans ont des managers et des avocats pour signer dans un club, ça fait peur, quoi, aussi à ce niveau-là. Les managers se mettent sur des gamins de 13 ans et il n'y a plus la passion du football. Il faut retrouver certaines valeurs, mais est-ce qu'on pourra les retrouver? Je ne sais pas. Actuellement, le problème, c'est de faire en sorte comment, effectivement, maximiser ces entreprises que sont les grands clubs de football, quitte à ne pas se poser de problème à long terme sur le fait de savoir si c'est la meilleure forme d'assurer une pérennité au football. Parce qu'on peut très bien considérer que actuellement c'est extrêmement rentable, semble-t-il,
Mais par exemple, les audiences des premiers matchs de la Champions League de cette année, saison 99-2000, n'ont pas l'air d'être excellentes, qu'il y a une baisse des publics dans les championnats nationaux, notamment en Angleterre, parce que ça devient, en plus, ça devient très cher de participer à ces marques. Donc ça, c'est des choses qui peuvent remettre en cause cette spéculation sur le football. Ça marche, il y a de l'audience, on vend des joueurs, on achète, etc. Il peut très bien, à un moment donné, y avoir une crise de cette spéculation et qu'il y ait des faillites, parce que les investisseurs vont se retirer. Voilà. Soyez patients, les gars. Ne vous énervez pas. Ça vient, Karim. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Faites chaud. Les gars, d'accord. Règle formelle, c'est que tout le monde participe de la famille. La tendance depuis quelques années, c'est que les gens qui sont situés en haut ont tendance à dire c'est que tout le monde participe de la famille. La tendance depuis quelques années, c'est que les gens qui sont situés en haut ont tendance à dire nous souhaitons, parce que les gens qui sont situés en haut ont tendance à dire nous